bien décrites, on ne vient pas là pour toutes les exprimer dans un seul et même karma, sinon c'est extrêmement complexe. Et on va être porteur, par exemple, on peut s'incarner et être particulièrement porteur de la peur de l'abandon. Vous pouvez être certain que c'est au carrefour d'une mémoire karmique très forte, où on a été abandonné, où on a été un parent abandonnant, avec une mémoire familiale où vous pouvez être certain que vous avez 3 générations au-dessus de vous une piqûre de rappel sur l'abandon. Voilà. Et ces gens-là, ils pourraient avoir des karmas un petit peu compliqués jusqu'au jour où ils vont peut-être trouver un petit chien dans la rue ou un petit chat, où ils vont avoir une envie d'aller dans un refuge et d'adopter un animal qui a été abandonné. Et que va faire cet animal qui lui-même a vécu dans cette vie-là l'abandon? Il ne va pas leur laisser le choix, il va leur faire travailler leur mémoire d'abandon pour qu'ils trouvent de la sérénité par rapport à cette peur et que finalement cette peur n'en soit peut-être plus une. Voilà, le stade ultime, c'est sur quelque chose qui est dans l'ombre, on y met tellement de lumière qu'au final, il n'y a plus d'ombre. Voilà. Donc je m'arrête là pour ma présentation, Stéphane, et puis voilà, on peut voilà, passer aux questions-réponses. Vous êtes sans problème. Pendant 12 heures, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est passionnant et c'est intéressant parce que c'est souvent avec les personnes les plus cartésiennes et les plus dans le mental à la base qu'on a une telle passion après, justement parce que quand on découvre tout ça d'un seul coup, après ça permet une ouverture d'esprit qui est différente. Donc merci pour ce partage. Oui. Merci Stéphane. Alors maintenant on va passer effectivement aux questions-réponses. Alors, des petites questions. Donc, on a une première question de Jérôme. Il nous dit bonsoir et merci à vous deux pour ce partage. Selon moi, ce sont les animaux qui choisissent leur futur maître avant même leur propre incarnation. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Tu en as un peu parlé, mais si tu peux préciser. Ouais. Alors, je suis pas sûre qu'ils choisissent leur maître avant leur propre incarnation. Je pense que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire qu'un animal, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du rôle qu'ont les animaux d'accompagnants des humains, mais un animal, il vient aussi pour expérimenter un karma animal. Donc il a aussi des choses à expérimenter dans la matière. Par exemple, dans le dernier exemple que je viens de vous donner, un animal qui est abandonné dans cette vie-là et qui se retrouve en refuge ou qui va être chien errant ou animal errant, il a besoin, lui, de l'expérimenter en tant qu'animal. Et ensuite, il vient se positionner par rapport à un humain qui est totalement en effet miroir avec cette blessure et ils vont pouvoir s'apporter une guérison mutuelle. Donc l'animal, bien évidemment, ne va pas laisser le choix à son maître, il va être obligé de bosser sur ça. Mais c'est évident que son humain, s'il accepte d'ouvrir la porte de son cœur et de s'amener des guérisons sur ce sujet, il va permettre aussi à l'animal de guérir de sa blessure de l'abandon dans l'incarnation. Et pour moi, ça veut dire que l'animal, tout se fait de façon synchrone. Donc, il ne choisit pas son maître avant son incarnation. Tout se met en place pour que ce soit parfait. C'est qu'il ait une incarnation totalement cohérente avec effectivement le maître chez qui il va vivre à un moment donné. Un animal pouvant d'ailleurs avoir plusieurs familles dans une vie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. C'est bon. Et merci beaucoup à Jérôme pour cette question. Question suivante, donc avec Aurore. Aurore qui nous dit « Bonsoir, que pensez-vous de l'euthanasie sur nos chers compagnons? C'est un déchirement pour nous, mais comment le vivent-ils de leur côté? Doit-on éviter l'euthanasie à tout prix ou cela peut-il réellement leur éviter des souffrances inutiles ?» Alors, c'est pareil, c'est mon filtre personnel qui va parler, donc ce n'est pas une vérité absolue. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'un animal, il ne demande jamais à être euthanasié, dans le sens où il vous laisse totalement la décision. L'animal, il est tout à fait conscient de son état de santé et j'ai envie de dire, je le dis d'ailleurs à chacune des conférences, c'est que c'est jamais vous qui amenez chez un vétérinaire un animal se faire euthanasier, c'est lui qui vous emmène chez le vétérinaire pour vous obliger à accompagner une âme à aller vers la lumière. Quand on a un animal et qu'on expérimente le fait au travers d'une pathologie que porte son animal, une pathologie qui peut être absolument irréversible, le vétérinaire va nous dire écoutez, là voilà,
votre animal, moi, ma recommandation, c'est de le faire euthanasier. Il y a des humains qui vont plus ou moins résister. Il y en a qui vont dire non, moi, je me refuse à ça parce que je ne suis pas certaine que ce soit le choix de mon animal, qu'il partage, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas en ces termes que ça se trouve, c'est que l'animal, c'est vous qui, par rapport à la mort de l'animal, c'est vraiment vous qui faites aussi. Et tous les deuils non faits, les humains, les animaux portent toute une ribambelle de deuils non faits. Et encore une fois, c'est des deuils non faits dans nos vies antérieures, c'est des deuils non faits dans nos lignées parentales. Très souvent, ce sont des deuils d'enfants non faits parce que le deuil d'un enfant, c'est ce qu'il y a certainement de plus compliqué à faire. Et ça, les animaux ne nous restent pas. Ils nous font bosser, mais vraiment de façon terrible. Et pour moi, un animal qui vous met face à cette décision-là, il vous la laisse. Donc lui, il est OK que vous ne le fassiez pas euthanasier, il est OK que vous le fassiez euthanasier, il est OK. Il n'a aucun problème par rapport à ça. Mais par contre, quand vous êtes prêt et que vous allez jusqu'à l'euthanasie, il vous prend la main là, et il vous emmène chez le vétérinaire pour vous obliger à vivre ça. Et au moment où vous accompagnez votre animal chez le vétérinaire, vous êtes en train, sans le savoir, de faire le deuil de beaucoup d'humains, d'enfants humains en particulier, dont vous n'avez jamais fait le deuil, ni dans vos vies antérieures, ni dans vos vies familiales. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais compléter un peu ma réponse, que il y a des gens parfois qui ont l'impression que dans leur entourage, il y a des gens qui ont des réactions disproportionnées par rapport à la perte de leur animal. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va, sur la recommandation d'un vétérinaire, faire euthanasier par exemple son chien ou son chat ou un autre animal, et qui va mais vraiment ne pas s'en remettre, qui va tomber dans une dépression, etc. Et souvent l'entourage est très très dur vis-à-vis de ces personnes en disant mais écoute, ce serait un enfant humain ou ton père ou ta mère ou ton frère, je comprendrais, mais là, ok, c'est mais ton chien, mais comment tu peux te mettre dans un tel état? Mais ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que la personne, elle ne joue pas. Elle vit réellement. Pourquoi est-ce que la personne, elle est autant dans le drame? Parce qu'au travers de l'euthanasie de son animal, elle revit au niveau de son âme tous les deuils non faits d'enfant. Tous les deuils qui ont fait que la personne, elle s'est bloquée, elle est restée figée dans sa douleur, elle est restée figée dans la non-acceptation d'avoir été séparée brutalement de cette âme. Et c'est tout ce qui se joue chez le vétérinaire et c'est tout ce qui se joue à Pasteur-Levy. Il y a des gens qui, pour un animal, parfois, moi j'ai vu des gens qui étaient vraiment dans un état de dépression profonde parce que moi j'avais eu une dame qui m'avait fait communiquer avec ses mandarins, donc des petits oiseaux absolument magnifiques. Ils étaient morts quasiment à une semaine d'intervalle et elle ne s'en remettait pas. Et sa fille, elle m'avait appelé en pleurant, cette dame, parce que sa fille ne comprenait pas. Elle disait, mais maman, c'était des oiseaux, bon sang, il y a des choses plus importantes que des oiseaux. Et sa fille ne comprenait pas qu'en fait, ce qui se jouait, c'était des mémoires karmiques et des mémoires familiales de deuil, mais d'humains. Donc c'est pour ça que c'est aussi fort chez les gens. Et donc je ne sais pas la question, mais voilà, pour moi, un animal nous laisse totalement, nous remet entre les mains la décision parce que quel que soit le choix que l'on fasse, c'est un travail qu'il nous fait faire. Voilà. Et encore une fois, de ne pas vouloir faire euthanasier, de vouloir accompagner jusqu'au bout, peut-être malgré les souffrances physiques de l'animal, il nous fait lâcher des choses très importantes. Et à contrario, si on fait le choix d'aller chez le vétérinaire, on lâche d'autres choses, encore une fois. Mais le résultat, c'est qu'on dépose des vieux bagages qui n'ont plus à nous appartenir sur le bord de la route, pour se délester et pour alléger un petit peu notre travail. Merci beaucoup. Merci Aurore. Voilà. Alors, question suivante, une question de Alexandre qui nous dit bonsoir et merci pour cette vidéoconférence. Donc, voilà. Alors, je vous ai fait écouter ce très très long passage. Pour quelle raison? Ben voilà, peut-être parce que vous comprendrez mieux pourquoi quelqu'un peut pleurer pendant des mois et des mois son animal, peu importe l'animal. Et que des gens, c'est vrai, s'offusquent parce qu'ils se disent non mais pleurer pour un animal, quoi. Et pour eux, c'est... Bon, pleurer un petit peu, c'est normal, hein, l'animal est décédé, mais
mais pas autant, etc., etc. Donc j'espère qu'avec ce morceau où elle a pu répondre, à cette question, qui pourra peut-être vous aider à mieux comprendre. Moi, j'ai pleuré pour des oiseaux. Mais oui. Déjà étant jeune, j'étais très touchée par les animaux. J'ai pleuré pour des souris. Et une fois, donc, c'était pas la première fois, mais voilà, j'avais dû amener une souris chez le vétérinaire que j'avais. Et il pouvait rien faire. Voilà, il pouvait vraiment rien faire pour elle, donc j'ai demandé à ce qu'elle soit endormie définitivement. Donc j'ai pas pleuré devant le vétérinaire, hein. Je me suis dit non, tu pleures pas, tout va bien. Donc je prends la souris pour la décéder, pour la mettre dans ma voiture, et je dis à l'accueil que je revenais pour chercher la facture et payer la facture. Parce que la souris, quand je l'ai ramenée chez moi, après je suis allée l'enterrer. Mais entre-temps, j'ai éclaté en pleurs, dehors, devant ma voiture. Je me suis adossée à ma voiture et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et ça a été extrêmement dur. Après, il a fallu que j'attende un petit peu, de reprendre un petit peu mon souffle et tout, de m'essuyer les yeux pour pas qu'on voie que j'avais pleuré, pas voir qu'il y ait de larmes qui coulent, rien. Et là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que tu ailles aller payer, hein, chercher la facture. Sinon, on se demandait, mais t'es passé où? Et puis, je suis allée, voilà. Et puis, voilà, mais... Puis après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai repleuré encore, hein, mais voilà. Ouais, c'est... de toute façon, pour n'importe quel animal, quand on les aime, qu'on est vraiment attaché à eux, mais vraiment... Après, il y a des gens qui sont détachés de cela, ça veut dire qu'ils aiment leurs animaux. Bon, leurs animaux décèdent, mais ça va, ils ne sont pas aussi sensibles que d'autres personnes. Je veux dire, ils les aiment quand même, mais ils vont prendre la mort autrement. Voilà. Allez, je vous laisse, au revoir.